Deuxième partie de la grande interview avec bien sûr notre ami du journal Notre Voix, César Leboutier. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Bien, ça va. Je vous présente Johnson Adiko, le président de la CPE, la coalition patriotique pour l'émergence, un mouvement qu'il a créé depuis 2015. Juste après, une appréciation personnelle qu'il a eue du bilan du Front populaire ivoirien de la crise post-électorale. À propos de crise post-électorale, vous avez une question? Alors, de 2011 à 2019, aujourd'hui, ça fait 8 ans. Avec le recul, quelle est votre regard sur la crise, le processus de sortie de crise? Moi, je pense que toutes les tentatives ont échoué. Parce que quand on regarde ce qui s'annonce pour 2020, les voyages sont au rouge. Et si on dit prend garde, nous allons revivre ce que nous avons vécu en 2011. À qui la faute? Mais à tout le monde est fautif. Non, tout le monde, ça c'est un mot global. Il faut situer les responsabilités. Non, mais tout le monde est fautif. Même Que moi, ce soit le gouvernement, même moi, même vous. tout le monde, que ce soit le gouvernement, que ce soit les différents partis politiques, que ce soit la population, on est tous fautifs de ce qui arrive. Donc pour moi, je pense que la première des choses à faire, il faut que chacun change son approche de la politique. C'est pour ça que nous disons à la coalition patriotique pour l'émergence que si les problèmes sociaux sont réglés, ça peut désamorcer les troubles politiques. Karl Marx a dit que ce sont les réalités sociales qui déterminent le pouvoir. Vous comprendrez que depuis 1990, depuis la première crise économique de la Côte d'Ivoire, l'Ivoirien a changé radicalement. On ne reconnaît plus l'Ivoirien. L'Ivoirien qui était un homme paisible, un homme tolérant, mais aujourd'hui, vous voyez, à un mois, comment est devenu l'Ivoirien? Vous parlez de solutions économiques et sociales, alors que la Côte d'Ivoire a une croissance de 8%. Alors, s'il y a une contradiction dans ce que vous dites? Mais bien sûr, effectivement, nous constatons, un peu comme tous les Ivoiriens, que cette croissance-là ne se ressent pas dans notre quotidien. Et la grande question que nous posons, c'est de savoir mais comment est-ce que c'est possible? Et le gouvernement même reconnaît, puisque il y a un programme social qui a été lancé, un programme social du gouvernement qui a été lancé, un programme social 2019-2020. C'est-à-dire que le pouvoir, même le régime en place, est conscient que la croissance ne se ressent pas dans le quotidien des Ivoiriens. Donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est un constat général. Donc nous tous, nous cherchons la solution. Nous cherchons à comprendre pourquoi On a une croissance on a une croissance à deux chiffres que le quotidien, ça ne va pas chez nous. Alors, justement, dans l'analyse du processus de sortie de crise, l'un des éléments qui revient, c'est les procès post-crise. Donc, quel est votre regard justement sur le travail de la justice? Nous, à plusieurs reprises, nous avons lancé un appel. On va faire savoir qu'il ne faudrait pas qu'on donne l'impression qu'on utilise l'instrument judiciaire des règlements de compte politique. Vous êtes un groupe de pression, à part l'ancien appel. Comment est-ce que la pression s'est fait pressentir? Nous avons une autre approche. C'est-à-dire que pour le moment, nous faisons comprendre notre vision de la population. Parce que tant que ce que vous faites n'est pas compris des populations, que vous exposez. Donc pour le moment, notre rôle est de sensibiliser les populations et de faire comprendre la vision et de faire connaître la vision de notre coalition. Mais en même temps, nous avons depuis notre création, nous lançons des interpellations vis-à-vis de nos gouvernants. Donc pour nous, nous avons aussi l'impression par moment, et ça nous le disons avec la situation qu'il y a eu au plateau et autres, dans certaines communes, nous avons l'impression que l'instrument judiciaire est devenu un instrument de règlement de compte politique. Et ça, nous demandons que les choses s'arrêtent. Jacques Akossi Benjo a été jugé, condamné. Nous n'avons pas commenté la décision de justice, mais nous avons demandé à l'État d'aller plus loin, puisque le cas Akossi Benjo n'est pas le seul cas à notre avis. Nous savons ce qui se passe dans les différentes mairies du Côte d'Ivoire et nous avons demandé à nos dirigeants de prolonger les enquêtes. Mais jusque-là, nous sommes restés sur notre terre. Donc nous faisons... Vous partagez le point de vue des observateurs qui parlent de justice à deux vitesses? Justice variable.
Nous ne faisons pas, nous ne combattons pas les décisions de justice. Mais nous demandons aussi de la justice, il faut que la justice s'applique à tous. Mais en demandant que la justice s'applique à tous, vous combattez quelque part une forme d'injustice. Une forme d'injustice. Alors, on sait que le président Gbagbo, l'ancien chef de l'État, a été jugé, le procès a duré des années, il a été acquitté, aujourd'hui il bénéficie d'une liberté conditionnelle. Justement, quel est votre regard sur ce procès de l'ancien président et du ministre Charles J'ai été l'un de vos collaborateurs parce que vous étiez nos 5 membres de la CIMA politique. Nous faisons partie de ces personnes qui, juste après la crise post-électorale, qui avons demandé la libération immédiate du président. Parce que nous estimons que quelle que soit la faute qu'on aurait commis l'un de nos parents, la Côte doit être un pays de paix. Il fallait utiliser la voie du dialogue. Alors, vous reprocherez d'avoir prôné l'impunité, c'est ce que les défenseurs des droits de l'homme disent. Non, mais nous étions conscients que voilà, Gbagbo n'était pas ce qu'on lui reprochait. Mais là, la Côte doit aller s'exposer à l'extérieur. Voilà, maintenant qu'il est libre, nous demandons qu'il revienne son pays. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Charles Blé également qui a été acquitté favorablement, positivement? Oh, Charles Blé est un ennemi que j'ai connu à la Russie. Donc, nous n'avons jamais eu de rapport personnel. Quand nous étions à la Russie, nos rapports étaient des rapports syndicaux. Et aujourd'hui, nos rapports sont des rapports politiques. Mais quand j'observe l'approche et la démarche de Charles Blé, il force mon admiration. Parce que il fait partie de ces quelques rares hommes politiques de la gauche qui ont fait le bilan de la crise. Quand vous regardez sa démarche actuelle, ça veut dire qu'il a tiré les leçons de la crise passée. Aujourd'hui, là, Charles Blé a pratiquement la même approche, la même vision que la coalition patriotique. Sauf que lui et nous, il y a un seul point sur lequel nous n'avons pas mis la conduite. Sinon, pour le reste, quel est ce point? Depuis sa sortie, Charles Blé demande qu'il faut encore aller à une discussion où le président Ouattara, le président Béti et le président Gbagbo vont participer. Nous disons non. Pourquoi? Parce que si des discussions avec ces 3 leaders-là pouvaient nous ramener la paix, mais nous, la Côte d'Ivoire n'allait pas connaître le coup d'État de 1999. La Côte d'Ivoire n'allait pas connaître la crise post-électorale de 2000. La Côte d'Ivoire n'allait pas vivre le coup d'État de 2002. Et la Côte d'Ivoire allait être épargnée de la crise post-électorale de 2011. Pendant 30 ans, ce sont ces mêmes acteurs-là qui caporalisent l'environnement sociopolitique. Et tout ce que les Ivoiriens ont eu comme résultat, ce sont des crises à répétition. Donc nous pensons qu'il est temps de prendre leur retraite et que la relève, la relève qu'ils ont eu à former dans les différents chapitres politiques puisse s'exprimer. Et vous êtes parmi l'une de ces relèves? Mais bien sûr, effectivement. Alors, 2020, c'est dans quelques mois, et déjà on voit les alliances politiques se dessinent. Quel est votre regard justement sur ces alliances? Mais vous savez, ce sont ces alliances-là qui sont même une source de motivation de notre combat. Aujourd'hui, après avoir fait le bilan de la gestion des 30 ans, mais nous, aujourd'hui, la CPE combat toute forme d'alliance. Parce que nous avons compris que ces alliances n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Vous savez, et c'est ce que nous avons appelé la tontine politique. En la réalité, nous avons fini par comprendre que la Côte d'Ivoire se retrouve dans une véritable tontine politique. Ça veut dire quoi? Des leaders, sans être adossés véritablement à une vision, à un programme de société, à une offre politique, se permettent de se mettre dans des alliances pour devenir président, ministre, directeur et autres. Nous avons vu des gens ici qui n'ont même pas un militant derrière eux, qui sont rentrés dans des alliances, qui sont devenus milices. Et une fois qu'ils sortent, du gouvernement, ils se souviennent que c'est là que les Ivoiriens ont dépendu. Nous disons non. Donc pour cette fois-ci, nous demandons que les Ivoiriens ne fassent pas confiance à une alliance, mais plutôt aux offres politiques qui sont là. Mais il pourrait arriver que des partis politiques accompagnent les actions d'autres partis politiques
Bon, si c'est adossé véritablement à une offre politique, nous n'avons pas de problème avec ça. Nous sommes les premiers à avoir combattu l'alliance PDCI-FPI. Il y a 2 ans de cela. Et c'est ce qui nous a poussé à lancer notre caravane pour dire non à la tontine politique. Et quand nous avons dénoncé cette alliance, le PDCI a changé de nom. Il dit que non, ce n'est pas une alliance, c'est une plateforme non idéologique. Mais c'est notre combat. Mais on a trouvé ça insultant. Une plateforme non idéologique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une plateforme qui est dépourvue d'idées. Or, tout ce qui est dépourvu d'idées n'a pas été pensé. Donc c'est une plateforme irréfléchie, qui ne peut rien apporter aux Ivoiriens. D'accord. Donc pour nous, elle n'a pas lieu d'être. Et troisièmement, je voudrais dire au président Gbagbo de faire très attention. Le FPI le PDCI pardon, est dans un combat d'intérêt personnel. Parce que le président Afin Guesson, on se rappelle, qui est à l'origine de cette plateforme. Mais comment il était reversé aussi? Parce que le PDCI, pensant trouver un allié plus puissant, se permet de se débarrasser de celui qui a été à l'origine de cette plateforme. Mais qui nous dit qu'une fois, qu'ils vont utiliser, ils vont finir d'utiliser le FPI comme béquille pour arriver au pouvoir, ils ne vont pas se débarrasser du FPI. Alors, vous semblez vous résumer à quelques événements, à quelques réalités de la politique de Côte d'Ivoire, mais l'histoire nous enseigne plutôt le contraire. Que l'alliance, les alliances font partie de la politique. Quand on regarde en France, quand on regarde en Côte d'Ivoire, depuis 2015, c'est une coalition qui est au pouvoir. Ce que nous appelons la tontine politique, c'est une alliance qui n'est pas basée sur une idéologie ou bien une alliance qui n'est pas basée sur un programme de gouvernance. Mais est-ce qu'il y a un exemple ici d'une alliance qui n'a pas d'idéologie, qui n'a pas de projet que vous connaissez? On a vu le RHDP. Le RHDP, donc, on a vu le RHDP, la version d'hier. Oui. Une fois arrivé au pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de travailler pour les Ivoiriens, c'est des conflits. Très bien. Et le RHDP... Savez-vous que partout il y a des hommes et qu'il y a conflit, c'est qu'il y a intérêt personnel, il n'y a pas intérêt collectif. D'accord. Parce que quand les gens sont préoccupés, à travailler pour les Ivoiriens, à travailler pour leurs concitoyens, et qu'il y a l'intérêt collectif qui est mis au centre, il ne peut jamais avoir de conflit. N'empêche que le RHDP a proposé, a eu un projet de société, a fait des propositions aux Ivoiriens, et c'est sur cette base qu'ils ont été élus. Vous êtes convaincu que les Ivoiriens ont voté le RHDP sur la proposition de leur projet de gouvernance? Ah là maintenant, le président a vous êtes sûr? Le bilan que nous faisons, c'est que les désignations de nos élus se sont faites jusqu'aujourd'hui, sur des bases de clivage. Et ça, c'est une réalité. Et c'est ce que nous voulons changer. Très bien. Comment jugez-vous le RHDP d'aujourd'hui? Mais vous savez, c'est ce que je disais. Parce que vous disiez tout à l'heure que le RHDP d'hier était plus basé. Mais le président Ouattara a compris que les alliances ne peuvent plus rien apporter. C'est pour ça qu'il s'efforce de transformer son alliance en parti politique. Parce que comme nous sommes dans une alliance qui n'est pas adossée sur une vision, qui n'est pas adossée sur un programme de société, une fois arrivé au pouvoir, c'est des conflits parce qu'il y a des chocs d'intérêt. Aujourd'hui, le président Ouattara transforme le RHDP en parti politique où, à l'intérieur, il y aura peut-être une seule vision, un seul programme, un seul projet de société. Donc, s'il accède au pouvoir en 2020, mais il va assumer pleinement son bilan. Mais dans les partis, il y a très souvent aussi des crises. Dans les partis politiques, même lorsqu'il s'agit d'un seul parti, il y a souvent des crises de positionnement. Mais ces crises-là n'incluent pas qu'on traîne les Ivoiriens dans ce que nous voyons. D'accord. Voilà. Alors, notre problème, c'est l'impact de ces crises-là sur le vécu des Ivoiriens. Très bien. Moi, j'ai voulu poser une question au président Johnson, une question très très intéressante, et je parie que les téléspectateurs seront d'aller avec moi. La CPE, la coalition patriotique pour l'émergence, se dit très proche, mais juste sur un petit point d'achoppement, très proche avec le projet de Charles Goudé. Et le président Charles Goudé a dit dernièrement sur une radio internationale qu'il était candidat de la paix, si je ne me trompe, César aussi candidat de la paix pour les années à venir. Est-ce à dire que la CPE qui partage cette même vision, ces mêmes idéologies avec le projet,
La CPE pourrait-elle accompagner ces candidatures de Charles Goudé? Non, mais Charles Goudé n'a pas encore proposé d'offre politique aux Ivoiriens. Ah, vous regarderez d'abord. Pour nous, Oui, pour nous, oui, je le dis, c'est clair. C'est-à-dire que désormais, oui. le choix de la coalition patriotique pour l'émergence se fera sur des offres politiques. Mais vous connaissez déjà les offres politiques du projet? Pas du tout. Pas du tout. Mais Bleu Goudé, quelle offre politique la proposé? Donc, que partagez-vous réellement avec le projet? Nous partageons sa vision de la Côte d'Ivoire. D'accord. L'offre politique, c'est autre chose. Voilà, c'est un programme de gouvernance. C'est autre chose. Donc nous attendons. Voilà. Mais ne soyez pas surpris, Oui. chers amis, Oui, qu'aujourd'hui, si jamais, et ça je le dis sans embâche, nous sommes de la gauche. Si pour 2020, nous regardons dans les offres politiques et que l'offre politique ça me convient. nous convient surtout d'ailleurs, nous ne ferons pas payer opter pour cette offre politique. Donc, si le RHDP vous propose une offre politique qui convient au directoire de la CPE, Moi, pas pour convient au directeur de la CPE. La CPE représente les Ivoiriens qui ont été délaissés. donc si Si vous le RHDP oui, propose une offre politique qui qui convient convient, aux 10 000 militants de la CPE, qui convient aux 22 millions d'Ivoiriens, oui, la CPE ne se fera pas payer. oui, Il demande à ces Ivoiriens, oui, ces frères, nous sommes de la gauche, oui, nous aimons la gauche, oui, mais votre avenir c'est ici. d'accord. Est-ce que vous n'êtes pas déjà là en train de dire aux Ivoiriens que Que- vous avez opté pour le RHDP? Pourquoi? Qu'est-ce que dans ce que j'ai dit, je trouve ça? Mais la conditionnalité déjà en dit long. Mais la conditionnalité, c'est de mettre, c'est de demander Oui. à nos Je crois que la bonne à nos camarades, est très à nos camarades intéressante. de la Avec gauche ces de se paroles mettre au du travail. président. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est mon amour pour Babou Laurent qui m'envoie la maison. Mais vous l'aimez toujours. Si, mais bien sûr. Mais comment peut-on aimer une femme et la Mais, laisser en on parle là de l'avenir, de notre avenir, de l'avenir de nos enfants. Oui, mais l'amour, Il c'est s'agit pas de l'amour l'amour. éternel. Non, pas du tout. Vous donnez le sentiment que vous n'êtes Pas du pas intransigeant vis-à-vis du RHDP. Mais pourquoi Mais pas? lorsqu'il s'agit de la gauche, vous êtes plus Qui aime intransigeant. bien châtie bien. Je suis très intransigeant avec la gauche parce que j'aime la gauche. Donc vous ne Je châtiez veux que pas. la gauche se mette au travail. Donc vous ne châtiez Depuis pas. 2011, Oui, la gauche refuse de se mettre au travail. Depuis Vous pensez? 2011, mais bien sûr. Si la gauche se mettait au travail, elle aurait surmonté la crise qu'elle est en train de vivre. Mais c'est honteux. En tant que militant de gauche, qu'est-ce que vous faites justement pour aider la gauche? Mais nous avons interpellé plusieurs fois. Nous avons interpellé plusieurs fois, mais nous nous rendons compte que la gauche, qui est une organisation politique de contradiction, est incapable de surmonter ces petites querelles. Donc vous quittez la gauche et vous rejoignez pratiquement Nous n'avons le jamais, RHDP. nous n'avons jamais quitté la gauche. non, Mais mais c'est vers ça qu'on va. conditionnel. C'est vers ça qu'on Je va. dis qu'un projet de société n'a rien à voir avec un clivage politique. C'est notre combat. Notre combat, c'est de sortir les Ivoiriens des différents clivages. Pensez-vous que le programme de société que le RADP a proposé en 2010, ou du moins en 2015 autant pour moi, ne va-t-il pas changer en 2020? Nous attendons de voir. Mais je précise encore. Oui. Je dis à nos concitoyens, à nos camarades de la gauche, s'ils ne se mettent pas au travail pour nous apporter l'offre politique que nous souhaitons et que l'offre se trouve ailleurs, nous ne ferons pas plier pour opter pour cette offre. Alors, mais pourquoi vous-même, en tant que mouvement, vous n'optez pas pour présenter un candidat, pour l'option d'un candidat? Bon, vous savez, Au lieu d'accompagner un autre candidat. non, nous avons une démarche qui est simple. Oui. Nous avons voulu, le choix d'être un mouvement politique est voulu. Parce que les partis politiques, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ont un seul objectif. Que ce soit la conquête, ou la conquête, ou la conservation. Et la CPE n'a pas ce La objectif. CPE n'a pas cet objectif. La CPE a décidé de lutter pour le bien-être des populations. Nous nous limitons à cet objectif. Dans notre démarche, mais nous allons faire le portrait robot de celui qui a même de pouvoir diriger ce pays-là. Une fois que le portrait robot est fait, nous allons regarder dans les offres politiques qui cadrent avec ce portrait robot-là. Les hommes À partir de politiques. ce moment, Oui, nous allons lancer notre consigne de vote. très bien. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, les hommes politiques aujourd'hui elles répondent à quoi? Cela pourrait pousser également le directoire. La première Et valeur, RADP, la première valeur aujourd'hui, Oui, c'est de mettre de côté tous ces alliances-là Oui. et qu'on nous sorte la compétence. la compétence. Aujourd'hui, le problème que vivent les populations, on a besoin d'hommes compétents pour pouvoir régler ces problèmes-là. Pour nous, les problèmes des populations se résument à 4 grands points qui sont tellement simples pour un pays qui se veut émerger.
c'est que l'Ivoirien a besoin de bien vivre, c'est-à-dire de bien se nourrir. L'Ivoirien a besoin d'avoir un système éducatif performant pour pérenniser l'éducation de nos enfants. L'Ivoirien a besoin de se loger. Et l'Ivoirien a besoin d'être en sécurité dans son pays. Mais c'est tout ce que l'Ivoirien demande. Mais pendant 30 ans, oui. Mais pendant 30 ans, les régimes se sont succédés, c'est le même problème. D'accord. Donc pour nous, il faut essayer autre chose. Il faut sortir de nos émotions, il faut essayer autre chose. C'est pour ça que nous avons décidé de regarder dans les offres politiques. Mais malheureusement, nous sommes à moins de 15 mois des élections et personne ne présente son offre politique. Oui. Et on nous distrait avec autre chose. Mais nous restons vigilants. Nous demandons aux différents partis politiques, dès maintenant, de nous sortir des offres politiques. Il ne faudrait pas qu'on nous prenne dans le piège que nous avons connu hier. On est là, on est en train de discuter sur autre chose. Et à 2 semaines des élections, on nous offre propose des programmes qu'on n'a même pas le temps d'étudier. Et après, on est surpris de ce qui nous arrive. C'est dès maintenant. Alors, c'est ça, on parle beaucoup d'une candidature du président Ouattara. Quel pronostic par rapport à cette candidature? Quel pronostic? Je ne comprends pas bien. Alors, est-ce que si Ouattara était candidat pour un 3e mandat, est-ce que le CPE soutiendrait sa candidature ou alors le CPE verrait cela d'un mauvais œil? Bon, pour nous, quand nous appelons au renouvellement de la classe politique, le président Ouattara en fait partie. Il n'y a pas de raison que nous demandons que la vieille classe politique se retire. Il n'y a pas de raison que nous demandons au président Bédié de se retirer, au président Bédié de se retirer, et qu'on veuille que le président Ouattara reste. Pour nous, nous sommes contre le 3e mandat du président. Pour nous, il fait partie de ces acteurs qui, pendant 30 ans, ont caporalisé l'environnement sociopolitique. Il est temps qu'il se retire. Je pense que pendant 30 ans, le président Ouattara a eu le temps de former des jeunes cadres dans son parti politique qui sont à même de prendre la relève. Et c'est sur ça que nous attendons. Il n'est pas question de 2020. Et ça, ce n'est pas à discuter que le président Bédié, que le président Gbagbo, que le président Ouattara pense à une candidature. Si l'un de ces 3 est candidat, vous ne regardez plus, malgré qu'il vous propose des offres politiques concrètes. Je ne pense même pas. Oui. Je ne pense pas ça, je vous dis en toute objectivité. Oui. Le combat que nous sommes en train de mener, je ne pense pas que d'ici 2020, ces 3-là oseraient poser une candidature. Merci à César Gauthier du journal Notre Voix qui vient de clore cette 2e partie.